RCF. Au cœur de l'Ouest, l'invité Thomas Cochebray. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur RCF Anjou. Le député insoumis Adrien Quatennens, numéro 2 du parti de Jean-Luc Mélenchon, était en meeting mardi soir à Angers. Plus de 200 personnes ont assisté à cette réunion. Notre invité ce soir est la conseillère municipale d'opposition France Insoumise au conseil municipal d'Angers, Claire Schweitzer. Bonsoir. Bonsoir Thomas Cochebray. Merci d'être avec nous en direct sur RCF Anjou ce soir. Alors avec vous, on va évoquer différents sujets d'actualité ainsi que la campagne de Jean-Luc Mélenchon. On aura également l'occasion de revenir sur ce meeting de campagne qui s'est déroulé il y a 2 jours à Angers. Avant tout, je voudrais vous faire réagir à l'actualité du jour. Vous venez d'entendre le journal local, c'était ces manifestations un petit peu partout en France, dont à Angers et dans différentes villes de Maine-et-Loire, avec cette demande des manifestations, une hausse générale des salaires pour faire face à l'inflation. Vous avez, je crois, participé, j'ai dû voir ça sur votre compte Twitter, que vous avez participé à cette manifestation. Cette demande, hausse générale des salaires, Jean-Luc Mélenchon pourrait la permettre selon vous ? Alors oui, ça fait partie des propositions de l'Avenir en commun et directement après l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Déjà, la première décision, ce sera une hausse du SMIC à 1 400 € et d'engager les partenaires sociaux à avoir une grande négociation sur les salaires, parce qu'on n'a pas de pouvoir directement sur les salaires, mais sur le SMIC, et du coup, naturellement, de faire remonter l'ensemble des salaires. Il y a aussi le gel du point d'indice pour les fonctionnaires. Depuis de nombreuses années, les agents publics de l'État subissent un gel particulièrement aride de leur rémunération, avec une perte de pouvoir d'achat qu'on estime à peu près à 20%, ce qui est quand même énorme. Et évidemment aussi, il faut penser aux retraites et surtout aux petites retraites, avec une augmentation au-dessus du seuil de pauvreté pour le minimum vieillesse, et également un gros coup de pouce aux jeunes, aux étudiants qui sont détachés de leur foyer fiscal pour leur permettre d'avoir un minimum, c'est-à-dire 1 063 € pour leur éviter de travailler à côté de leurs études. C'était important pour vous de participer à cette manifestation aujourd'hui ? Alors oui, parce qu'à 2 titres, moi je suis aussi engagée syndicalement au ministère du Travail, et on voit les conditions de travail des salariés se dégrader de plus en plus, et on voit bien que la problématique des salaires est très impactante dans l'ambiance générale dans le monde de l'entreprise, et aussi évidemment dans la fonction publique. Et à titre politique, il était évident qu'il fallait qu'on soit aux côtés des salariés et des organisations syndicales pour les soutenir dans ces revendications plus que légitimes. Alors, Claire Schweitzer, parlons maintenant de la présidentielle et de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Concernant le dernier meeting d'Adrien Quatennens, c'était mardi, je lisais dans la presse locale que vous aviez déclaré lors du discours, vous sentez cette odeur, serait-ce l'odeur de la victoire ? Alors on vous sent très confiante pour l'élection future potentielle de Jean-Luc Mélenchon, mais je voudrais vous faire réagir aux différents sondages, et là j'en ai pris un récent qui est paru hier, IFOP fiducial pour Paris Match LCI. Donc c'est Marine Le Pen qui affronterait Emmanuel Macron au second tour, et non Valérie Pécresse selon ce sondage-là. Et puis on va s'intéresser surtout à gauche. Jean-Luc Mélenchon reste toujours le mieux placé avec 9%, mais il perd 1 point par rapport au sondage précédent, et il s'éloigne du quatuor de tête. Mais derrière, il y a Yannick Jadot, Christiane Taubira, qui a décidé de se soumettre à la primaire populaire, qui gagnent à chaque fois un demi-point et qui s'établissent respectivement à 5,5% et 3,5%. Voilà, même si si votre candidat Jean-Luc Mélenchon reste le mieux placé à gauche, 9%, ça suffira pas forcément pour passer au second tour. Alors, comment vous restez confiante ? Alors on reste confiant parce que les sondages, on leur fait un peu dire ce qu'on veut, et en fonction de l'institut de sondage, on va avoir des échos très différents. Le dernier sondage de l'organisation Cluster nous place à 13%. C'est-à-dire à 2 points du second tour. C'est vraiment la question, et ce qui nous est défavorable dans les sondages comme les sondages IFOP qui excluent de fait les personnes qui ne sont pas certaines d'aller voter. C'est que nous, on a un électorat populaire qui est plus incertain sur sa volonté d'aller voter, et d'autres instituts de sondage comme Harris ou comme Cluster nous sont un petit peu plus favorables parce qu'ils prennent en compte de manière plus large l'électorat potentiel de Jean-Luc Mélenchon. Donc nous, on a un objectif,
c'est d'aller justement chercher l'électorat populaire, parce qu'on sait qu'il est plus incertain. Et il faut absolument que cet électorat-là, dans les quartiers, mais aussi en zone rurale, vienne aux urnes le 10 avril. Et renverse la tendance. À la même époque, en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il était à 10% dans la plupart des sondages et on voit qu'il est arrivé à plus de 20% au premier tour. Donc nous, on reste confiants sur la dynamique parce que on a commencé la campagne très tôt. Ça fait presque 2 ans, 1 an et demi à peu près qu'on a commencé la campagne et que Jean-Luc Mélenchon parcourt la France. Donc on est confiant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe un peu partout. Le meeting d'Adrien Quatennens, il en était représentatif. On était un mardi de janvier avec un représentant du candidat, un orateur national comme nous on les appelle, et on a rempli la salle. Et un peu partout, la veille à Bordeaux, Jean-Luc Mélenchon... Et vous étiez combien? Alors j'ai dit plus de 200, mais oui, on était plus j'ai vu des chiffres différents. On était, je pense, au moins 250. On avait des masques FFP2 pour l'ensemble des participants et on a explosé le stock. Donc on a réussi à compter aussi un petit peu par rapport à ça, puis évidemment le nombre de chaises. Mais oui, on était aux alentours de 250 au jugé, ce qui est important pour Angers et pour cette période-là de la campagne. Claire Schweitzer, ça nous permet quand même, ce sondage-là, de parler de l'union de la gauche et de cette primaire populaire dont tout le monde parle là et dont le vote s'ouvre, je crois, aujourd'hui. Et Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé d'être associé. Pourtant, l'union à gauche, le candidat unique à gauche, ça serait quand même un moyen peut-être plus certain d'arriver au second tour. Alors pourquoi toujours ce refus de la part de Jean-Luc Mélenchon de participer à une candidature unique à gauche? Alors, il n'y a pas eu de refus. Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier à avoir proposé une fédération populaire à l'ensemble des forces de gauche il y a 2 ans. Le refus de participer à la primaire populaire, il a demandé à ce que son nom soit retiré de la primaire populaire. Ouais, parce qu'on questionne le fonctionnement même de ce processus qui a été lancé il y a 1 an et demi, et qui force des candidats à participer à un processus qui n'est plus du tout une primaire. Aujourd'hui, c'est une sorte... il parle d'investiture contrainte et forcée pour des candidats. Il y a des constitutionnalistes qui se penchent là-dessus en disant qu'en fait, c'est une espèce d'énorme sondage qui ne répond pas aux règles légales d'un sondage. Donc, il y a un socle soi-disant commun qui n'a pas du tout été validé par l'ensemble des candidats. Et il y a aussi une atmosphère qui est quand même de pression assez lourde avec les animateurs de la primaire populaire qui demandent de manière claire aux maires de ne pas parrainer les candidats qui ne souhaitent pas se soumettre à la primaire populaire pour les forcer à faire l'union. On ne force pas des organisations politiques à faire l'union et on ne forcera pas les électeurs et les électrices à aller voter comme ça pour un candidat qui serait issu d'une primaire qui n'a que le nom de populaire, parce qu'on voit bien que ceux qui vont pouvoir y participer et les organisateurs sont quand même issus de catégories sociales plutôt aisées, de CSP+, qui sont plutôt d'une culture social-démocrate et qui ont C'est pas envie... la même gauche, quoi. C'est une gauche qui, pour moi, n'est pas trop populaire. Ils ont envie de l'être. Moi, on va leur donner le bénéfice du doute. Mais en tout cas, le format même de cette primaire, nous, il nous convient pas. Il nous paraît même très tendancieux d'un point de vue légal et réglementaire. Et surtout, il y a une pression qui est pas du tout démocratique dans ce cadre-là. Mais vous dites pas quand même que si on n'arrive pas à faire alliance avec les autres partis de gauche, on va peut-être se fracasser sur juste au niveau du deuxième tour? Non, parce que le premier tour, il va donner la vérité des prix. Nous, on est dans une dynamique et on l'a fait, l'union. C'est-à-dire que nous, on fait l'union populaire, comme le nom de la campagne l'indique. On a constitué un parlement de l'union populaire avec des associations, des syndicats, des citoyens, des luttes qui viennent avec des membres de la sphère écologiste aussi, qui viennent. On a eu Claire Lejeune, Émeric Caron, qui ont rejoint l'union populaire et qui le disent clairement. L'union, elle se fait là. L'écologie, c'est la polarité de la France insoumise qui la détient. Et on n'a pas besoin d'essayer de faire une union par le haut, par les partis politiques, parce que ça marche pas, parce qu'il y a des choses comme la retraite à 60 ans qui paraît non négociable pour le Parti socialiste et ELV, la question européenne qui est très importante, et on a l'impression plutôt que nos partenaires sont en blocage complet et n'ont pas conscience que même leur programme, ils n'arriveront pas à le déployer s'ils n'ont pas une posture franche et radicale vis-à-vis des institutions de l'Union européenne. Donc il y a des points de blocage.
On va regarder le premier tour et on va regarder comment le rapport de force s'installe. Nous, on est persuadés qu'on sera au second tour et quand on sera au second tour, En gros, c'est on le moment ou discutera. jamais pour Jean-Luc Mélenchon. C'est Alors le moment oui, ou jamais. pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le moment ou jamais. Il l'a déclaré, ce sera sa dernière campagne. Et pour le pays, je pense que c'est le moment ou jamais aussi de prendre ce tournant-là, le tournant qui sera celui de la fin de l'austérité, celui qui sera celui de la paix en fait dans notre pays, avec des réformes profondes qui vont nous permettre de retrouver de la sérénité et de la souveraineté dans notre pays. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, si on doit résumer la plus grosse des réformes, ce serait de faire une 6e République et abolir, je lisais ça sur le site internet, la monarchie républicaine. C'est ce que vous écrivez. Tout à fait. Ça sera la première chose qui sera lancée par le président, le dernier président de la Ve République et le Parlement qui en sera issu, c'est de lancer une constituante pour que le peuple refonde ses institutions et soit de nouveau en capacité d'avoir le pouvoir. Donc il y a des choses dans l'air. On sait qu'on aimerait beaucoup que le référendum d'initiative citoyenne apparaisse. On aimerait aussi beaucoup plus de parlementarisme. Évidemment, c'est le peuple qui choisira quelles seront ses institutions. Mais si on est élu, c'est qu'il y aura quand même un désir de mettre à mal ce régime présidentiel qui est effectivement devenu un régime plutôt monarchiste, et de réformer complètement. Et c'est important dans un pays qui est en manque de repères, c'est important dans un pays qui veut retrouver sa souveraineté, de passer par cette phase fortement démocratique, fortement républicaine, pour refonder ses institutions et retrouver un sens au collectif. Claire Schweitzer, on évoquait la question des parrainages et cette menace de la part des organisateurs de la primaire populaire qui demandaient aux maires de ne pas accorder leur parrainage à ces candidats qui ne voulaient pas participer à la primaire populaire. D'après ce que j'avais compris aussi, c'est que cette menace-là, ça n'allait pas aboutir à grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de pouvoir d'action sur les maires, mais ça nous permet d'évoquer la question des parrainages. Est-ce que le candidat Mélenchon est en difficulté pour obtenir ces parrainages, ces 500 parrainages ? Alors oui, c'est très compliqué, c'est toujours compliqué. On n'a aucune assurance. Là, aujourd'hui, on est le 27 janvier, le décret est sorti, donc les maires et les autres élus vont commencer à recevoir leur formulaire de parrainage. On n'a aucune certitude à l'heure où je vous parle, et je vous parle de sources sûres. Ça commence quand, ça ? Comment ils vont recevoir leur CERFA à renvoyer au Conseil constitutionnel. Voilà, à partir de maintenant, le Conseil constitutionnel attendait que le décret sorte, et petit à petit, là, ils vont recevoir leur formulaire. Ils auront. Et vous avez déjà une idée ? Vous avez déjà des promesses de signature ? Alors oui, ça fait plusieurs mois qu'on a énormément de militants et on les remercie parce qu'ils ont arpenté tout le département de Maine-et-Loire en quête de promesses de parrainage, ce que tous les candidats font, d'obtenir un formulaire officieux de promesses de parrainage pour présenter le candidat Jean-Luc Mélenchon. Donc on a des maires qui ont accepté de s'engager. On n'en a pas assez dans tout le pays. Donc oui, on reste inquiet. Vous en avez combien et vigilant. Au total ? Au total, de sources sûres, vous me disiez. Sur toute la France. Sur toute la France, on est aux alentours de 400. 400. Ouais. Et au niveau Maine-et-Loire, vous avez des chiffres ? On est entre 4 et 6. 4 et 6. Ouais. Juste 4 et 6 maires. C'est ça. C'est pas beaucoup. Ah non, c'est pas beaucoup. Alors on en a eu 3, c'est pas compliqué, c'est des informations publiques quand parce que ça va être public, au précédent. Est-ce que c'était c'est 3 problématique d'ailleurs en 2017 pour le département. Est-ce que c'est problématique, ça, le fait que ça soit public dorénavant ? Alors ça pose un problème aux maires et aux élus de s'afficher en tant que soutien parce que eux, pour la plupart, ils le font par acte citoyen, c'est-à-dire de présenter un candidat et de permettre à ce qu'un candidat qui a quand même fait 7 millions de voix en 2017 se présente, qu'il soit ou non en accord avec le programme. Et on sait bien qu'il y a de plus en plus une pression, par exemple dans les grosses communautés de communes ou les grosses communautés urbaines comme à Angers, de dire est-ce que si je présente tel candidat, est-ce que je vais pas avoir des subventions en moins pour ma collectivité, est-ce que je vais être mal vue, etc. Donc ça met une pression, c'est quelque chose qui est exprimé par les maires et ils préféraient, pour ceux qui étaient déjà élus au temps de l'anonymat, ils préféraient que ce soit anonyme et que ça leur permette de pouvoir présenter en toute liberté un candidat. Ou alors une autre idée, c'était Gilles Grimaud, le président de la Comcom de
de Segré là qui nous disait non, je vais pas accorder mon parrainage, qui nous disait à l'antenne lundi dernier. Moi, je préférerais qu'on change la formule et qu'on accorde nos parrainages à une sorte de panel représentatif des différents candidats, des différentes sensibilités politiques. Voilà, justement pour pas avoir à donner à une seule personne et faire que une sensibilité politique ne soit pas représentée, alors que pourtant elle a un poids dans l'électorat en France. Mais après, nous, on a proposé un parrainage citoyen de 150 000 citoyens. C'était déjà une réforme constitutionnelle, hein, c'est pas une idée très, très, très novatrice. C'était la réforme constitutionnelle de Lionel Jospin qui proposait justement qu'on arrête avec ce parrainage d'édile politique et qu'on passe à un parrainage citoyen qui semble quand même un petit peu plus démocratique et moins complexe. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon sera face à Baba, donc Cyril Hanouna, sur C8. Vous allez regarder l'émission ? Oui, on organise même une écoute collective avec les jeunes insoumis d'Angers pour un peu galvaniser les troupes et aller regarder le match, parce que je pense que ce sera encore un peu un match entre avec Jean-Luc Mélenchon, alors, a priori Éric Zemmour et d'autres personnes. C'est le meilleur ennemi de Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ? Notre meilleur ennemi, il y en a pas, c'est l'extrême droite de toute manière et toutes les idées qui en sont issues, donc que ce soit Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou voire même la droite plutôt décomplexée de Madame Pécresse. Nous, on lutte contre ces idées-là. On lutte contre le fait de mettre systématiquement la sécurité et l'immigration au devant de la scène, alors que c'est loin d'être la préoccupation essentielle des Français et que c'est loin d'être le problème qu'a la France à l'heure actuelle. Donc notre ennemi, ce sont leurs idées de toute façon. Nous, on a pris le pari de les affronter. Jean-Luc Mélenchon, il a jamais baissé les yeux face à l'extrême droite et il les combat. Et je pense que ce soir, alors c'est une émission un peu particulière, on en pense ce qu'on veut, mais lui, il a le courage d'y aller. Madame Pécresse et Madame Le Pen n'ont pas eu le courage d'y aller alors qu'elles étaient invitées au débat. Donc pour quelles raisons, on ne sait pas, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, lui, il affronte ces idées-là, il le fait très bien. Avant de se quitter, Claire Schweitzer, le conseil municipal d'Angers, puisque vous êtes élu, aura lieu lundi. S'il y a un thème que vous allez aborder pendant ce conseil municipal ? Alors, il y a deux actualités importantes. Il y a toujours la situation des ATSEM et des animateurs et animatrices de périscolaires qui posent toujours problème. Donc là, j'aimerais interroger, parce qu'on va avoir de grandes délibérations sur la question de l'école dans ce conseil municipal. Donc, il y a toujours des attentes fortes et des grosses tensions au sein des salariés et des agents de la collectivité. Et il me semble que vu l'actualité récente du SCO, où il y a encore un dépôt de plainte qui a été formulé concernant le président du SCO, je pense qu'il va être temps que Christophe Béchu et sa majorité prennent une position claire à ce sujet-là. Vous demandez quoi que je crois dans un précédent communiqué que Christophe Béchu ne s'affiche plus en public avec le président du SCO, c'est ça ? Alors ce serait un premier acte symboliquement fort de dire pendant le temps de la justice, parce que M. Béchu est toujours attaché quand même à ça. Présumé innocent, voilà. Saïd Chaban. Il est toujours présumé innocent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais nous on fait de la politique, on fait pas de la justice, donc c'est important que la parole des femmes et des victimes, elle soit entendue et que Christophe Béchu et sa majorité signifient par une mise en retrait, une mise à l'écart de leur majorité pour effectivement signifier qu'ils entendent bien cette violence et que le temps que la justice fasse son office, M. Chaban ne représente plus la ville. Claire Schweitzer, merci d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous de votre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes élu d'opposition La France Insoumise au conseil municipal d'Angers, que vous reveniez à l'occasion de ce débat, de ce meeting avec Adrien Quatennens qui s'est déroulé mardi à Angers sur la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Bonne soirée à tous.